La diplomatie de Trump s'effondre. Quand Poutine déjoue l'Amérique, l'horloge tourne. L'Ukraine saigne. Et ce qui semblait être une percée diplomatique historique vient d'exploser en plein vol. Imaginez la scène. Les drapeaux flottent, les caméras s'agitent. Trump annonce triomphalement qu'il a accompli l'impossible, un cessez-le-feu en Ukraine. Les deux camps ont acquiescé. Plus de missiles déchirant le ciel, plus de corps sous les décombres. Un accord qui promettait de réécrire l'histoire d'un conflit sanglant qui dure depuis 3 ans. Puis en quelques heures seulement, tout s'écroule. Non seulement Moscou ignore le cessez-le-feu, mais intensifie ses frappes. Des infrastructures critiques ukrainiennes pulvérisées. La Maison-Blanche est en état de choc. Le cabinet de Trump est paralysé. Les plans diplomatiques s'évaporent sous le déluge des explosions. Comment en sommes-nous arrivés là? Poutine a-t-il joué un double jeu depuis le début? Y a-t-il encore un espoir pour la paix ou assistons-nous aux prémices d'une escalade sans précédent? Décortiquons ensemble ce fiasco diplomatique qui secoue le monde. Dès son investiture le 20 janvier, Trump avait fait une promesse audacieuse, résoudre un conflit que personne n'avait su arrêter. Sa stratégie? Capitaliser sur ce qu'il appelle sa relation privilégiée avec Vladimir Poutine. Son mantra résonnait dans chaque salle de presse: « Je peux mettre fin à cette guerre en une journée ». La réalité s'est avérée bien plus complexe. Entre 2022 et 2024, l'Ukraine et la Russie s'étaient rencontrées 3 fois sans avancer d'un pouce. Les lignes de front semblaient figées dans une guerre d'usure sans issue. Puis coup de théâtre, l'incursion ukrainienne dans la région russe de Koursk à l'été 2024 a bouleversé l'équilibre, prouvant que Kiev n'était pas prête à s'incliner. L'approche diplomatique de Trump a marqué une rupture nette avec celle de Biden. Fini les assurances inconditionnelles à Kiev. Terminé l'intransigeance face aux ambitions territoriales russes. La nouvelle administration américaine privilégiait désormais une solution rapide, même si cela signifiait d'énormes concessions pour l'Ukraine. Le 12 février, le ton est donné. Pete Hegseth, secrétaire à la défense américain, déclare publiquement que restituer à l'Ukraine ses frontières d'avant 2014 est irréaliste. Le message est clair. Kiev devra abandonner une partie de son territoire pour obtenir la paix. 6 jours plus tard, le 18 février, une rencontre secrète se tient à Riyad. Marco Rubio, fraîchement nommé secrétaire d'État américain, et Sergueï Lavrov, son homologue russe, négocient l'avenir de l'Ukraine sans l'Ukraine. Zelensky est furieux, mais impuissant. Washington orchestre désormais la partition sans consulter Kiev. Le 25 février, un accord préliminaire est signé. L'Ukraine accepte de céder l'exploitation de ses richesses minérales aux États-Unis, terres rares, pétrole, gaz, contre une vague promesse de soutien. Les termes sont brutaux, les ressources ukrainiennes valorisées à moitié prix, sans garantie de protection militaire américaine. Un marché que certains analystes qualifient de pillage légalisé. Le 28 février, une réunion cruciale à Washington tourne au désastre. Trump et Zelensky s'affrontent ouvertement. Les aides militaires sont brutalement suspendues. Le partage de renseignements s'arrête. L'Ukraine se retrouve isolée face à l'ours russe. Sous pression, Zelensky cède partiellement. Il accepte les termes préliminaires, non pas par conviction, mais par nécessité. Son armée épuisée a besoin de répit. Mais Trump reste insatisfait, persuadé que le président ukrainien n'est pas sincère dans sa volonté de paix. Le 11 mars, nouvelle tentative. L'Ukraine accepte un cessez-le-feu de 30 jours proposé par Washington. En retour, les États-Unis rétablissent leur aide vitale. Une lueur d'espoir vacille à l'horizon. Le 18 mars, Trump et Poutine s'entretiennent par téléphone. Le président russe consent à suspendre ses frappes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes pendant 30 jours. Pas un cessez-le-feu total, mais un premier pas. Puis vient la trahison. Quelques heures seulement après l'entrée en vigueur théorique du cessez-le-feu, des explosions retentissent. Les satellites détectent des mouvements de troupes russes. Les renseignements ukrainiens rapportent un acte choquant. Des soldats russes sabotent leur propre gazoduc pour accuser Kiev. Le pipeline stratégique Sudessa, artère vitale pour l'approvisionnement en gaz de l'Europe, est endommagé. La Russie nie tout accord. Le Kremlin affirme qu'un cessez-le-feu de 30 jours ne donnerait techniquement rien à la Russie, tout en permettant à l'Ukraine de se réorganiser.
Une analyse contestable quand on sait que les deux camps souffrent d'épuisement militaire et économique après 3 ans de conflit sans merci. L'autorité de Trump est publiquement bafouée. Sa prétendue influence sur Poutine s'évapore comme neige au soleil. Son cabinet se retrouve dans une posture intenable, après avoir misé toute sa crédibilité sur cette trêve. Derrière cette débâcle diplomatique se profilent 2 figures clés, Marco Rubio et Elon Musk. Rubio, autrefois critique virulent de Poutine, qu'il qualifiait ouvertement de gangster et de criminel de guerre, a radicalement adouci sa position pour s'aligner sur l'approche conciliante de Trump. C'est lui qui a mené les négociations à Riyad, lui qui a obtenu la promesse fragile d'un cessez-le-feu partiel. Son échec risque maintenant de compromettre sa position au sein de l'administration. Quant à Musk, sa nomination à la tête du mystérieux département de l'efficacité gouvernementale, en janvier 2025, lui confère un pouvoir sans précédent. Officiellement chargé de réduire les dépenses fédérales, il joue officieusement un rôle de conseiller diplomatique occulte. Son entreprise SpaceX contrôle le système Starlink, devenu l'épine dorsale des communications militaires ukrainiennes depuis 2022. Mais Musk a progressivement restreint l'accès de l'Ukraine à ce service crucial, particulièrement dans les zones de combat actifs comme le Donbass. Ses tweets récents ciblent directement Zelensky, faisant écho aux critiques infondées de Trump, notamment cette affirmation absurde selon laquelle le taux d'approbation du président ukrainien ne serait que de 4%. L'imprévisibilité de Trump complique davantage l'équation. En quelques mois, il a imposé puis retiré des tarifs douaniers massifs sur le Canada, changé radicalement sa position commerciale envers la Chine, menacé puis cajolé ses alliés. Cette diplomatie erratique désarçonne amis comme adversaires. Pendant ce temps, les autres membres de l'OTAN tentent de combler le vide laissé par l'inconstance américaine. Le 2 mars, le Premier ministre britannique Keir Starmer organise à Londres un sommet réunissant 16 nations déterminées à soutenir l'Ukraine. Cette coalition des volontaires pourrait forcer Trump à recalibrer sa position, surtout si un avantage géopolitique tangible s'y dessine. Les critiques historiques de Trump envers l'OTAN, focalisées sur le partage inégal des coûts de défense, sont devenues largement obsolètes. La menace russe a poussé l'Europe à drastiquement augmenter ses budgets militaires. Pourtant, l'instabilité de la politique étrangère américaine oblige les dirigeants européens à une prudence extrême dans leurs interactions avec Washington. Que nous réserve la suite? L'administration Trump va-t-elle opérer un nouveau revirement face à la Russie? Zelensky peut-il encore compter sur un soutien occidental solide? Poutine a-t-il définitivement gagné cette manche diplomatique? Une chose est certaine, chaque hésitation américaine, chaque promesse non tenue, chaque négociation avortée se paie en vies humaines sur le sol ukrainien. Et si Trump pensait pouvoir résoudre ce conflit en une journée, la réalité de la géopolitique vient de lui infliger une leçon d'humilité aussi brutale qu'inattendue. La question reste posée. Qui tire réellement les ficelles dans ce théâtre d'ombre où la diplomatie se heurte à la réalité du terrain? Est-ce vraiment Trump ou Poutine joue-t-il plusieurs coups d'avance sur l'échiquier mondial? À vous d'en juger et surtout, restez informés. Dans ce brouillard de guerre, la vérité pourrait bien être la première victime.